Bonjour à tous, moi je suis Léonore, je suis chef de projet événements et ressources chez Réseau Alliance depuis maintenant 5 ans. Et ce matin, je suis accompagnée de ma collègue Lucille, qui est chef de projet RSE, climat, sobriété et conduite du changement. Hello Lucille. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Yes, impeccable. Ok, merci Et pour Léonore. passer cette petite heure avec nous sur le sujet de la sobriété énergétique, on est ravis d'avoir deux invités. Alors Christophe Païs, responsable transition écologique et économique au sein du MEDEF Hauts-de-France. Bonjour Christophe. Bonjour. Et un kiné, Kira Kosian, économiste de l'environnement et comportemental, chercheur associé au laboratoire Beta. Hello Ankiné. Salut. Donc voilà, je pense on va passer cette petite heure tous les quatre ensemble avec nos invités, donc autour de la sobriété énergétique. Et avant, juste qu'on rentre dans le vif du sujet ensemble et qu'on échange sur ces questions, je vous propose de rapidement nous représenter donc Réseau Alliance pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, très brièvement en quelques minutes. On est un réseau d'entreprises et d'organisations engagées dans l'économie responsable dans les Hauts-de-France. Notre mission, c'est d'accompagner nos adhérents selon leurs besoins pour qu'ils puissent se transformer durablement. On a été créé il y a 30 ans. On fête d'ailleurs bientôt nos 30 ans. Vous le verrez passer sur les réseaux. Peut-être que vous avez commencé à voir passer l'information. Donc on va mener différents temps forts et actions, notamment en 2024. On a été créé par 3 dirigeants avec cette idée un peu de fédérer toutes celles et ceux qui souhaitaient s'impliquer sur le territoire, partager leurs bonnes pratiques et continuer de s'améliorer en gardant un temps d'avance. Donc du coup, Réseau Alliance, c'est bien un espace de rencontre et de coopération. Nos métiers, ça va être à la fois de sensibiliser pour embarquer un maximum d'acteurs et accompagner pas à pas ces acteurs, donc selon leurs besoins, comme je le disais, en leur donnant des outils et des méthodes assez diverses et variées. On va également expérimenter de nouveaux projets à impact en créant des espaces pour que les différents mondes se rencontrent et pour valoriser un peu l'ensemble de cet écosystème. Et toutes ces actions, elles sont menées au regard des réalités du territoire, de notre territoire, donc des Hauts-de-France principalement, dans un esprit de coopération permanente avec les acteurs, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux. On s'enrichit vraiment de ce qui se passe ailleurs et à l'inverse, on essaye d'exporter ce qui se passe chez nous pour inspirer un petit peu tous nos écosystèmes. On est aujourd'hui 380 adhérents et partenaires, donc des PME, des TPE, des grandes entreprises, des organisations, des associations, des établissements d'enseignement supérieur, toute taille, tout secteur d'activité confondu. On est basé à Marc-en-Barœul, près de Lille, et on agit sur tout un ensemble d'axes que vous voyez sur la slide suivante. Donc, je vous le disais, on propose à la fois des actions de sensibilisation. Chaque année, on organise environ une centaine de rencontres avec notamment le World Forum qui a lieu là dans 2 semaines, qui est l'un des 2 événements phares de l'association, et les trophées de l'économie responsable qui récompensent les entreprises et organisations sur une démarche un peu exemplaire sur le sujet. On a également de l'accompagnement collectif, je vous en parlais juste avant, on anime plusieurs communautés d'acteurs autour de nos axes d'expertise en capitalisant sur le retour d'expérience. C'est vraiment notre credo. On essaye de favoriser les coopérations entre les acteurs, c'est le cœur de notre métier. Et on a également un volet accompagnement individualisé et personnalisé, où là, on intervient auprès d'entreprises pour les accompagner sur une ou plusieurs problématiques très, très spécifiques. Je crois que j'ai été assez succincte sur Réseau Alliance. Je ne sais pas, Lucille, si tu veux introduire peut-être, ou si je donne directement la parole à Christophe, si tu veux dire quelques mots sur le contexte de ce webinaire. Merci Léonore. Oui, du coup, voilà, donc on a différents types d'actions qu'on va proposer tout au long de l'année. Les thématiques que vous voyez affichées à l'écran, que l'on anime au quotidien chez Réseau Alliance. Et du coup, ce webinaire aujourd'hui vient nourrir aussi la réflexion autour du sujet environnement et climat qu'on anime chez Réseau Alliance. Et donc avec l'idée de revoir le sujet de la sobriété, notamment sobriété énergétique aujourd'hui, puisque c'est un enjeu, c'est un gros enjeu qui
témoignages qu'on va avoir grâce à Christophe et Anquinet, trouver quelques outils à la fois de réflexion pour voir de quoi on parle exactement quand on parle de sobriété et un quick win, du coup des actions qu'on peut directement mettre en place en entreprise pour agir sur la réduction des consommations énergétiques plutôt dans l'usage du quotidien. Si vous avez des questions, des remarques, vous avez le chat. Je vous ai fait un petit message pour que vous puissiez vous en saisir. On n'est pas très nombreux, donc vous pouvez aussi lever la main si vous avez une question qui sera plus facile à formuler à l'oral. Et voilà ce que je voulais dire en complément. Donc Léonore, je te vois plus. Du coup, je pense qu'on peut donner la parole à Christophe, surtout que tu vas devoir nous quitter un petit peu avant la fin de la présentation. Alors, donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation à ce webinaire. Je vais être plus sobre au sens où, si Réseau Alliance a fêté ses 30 ans, on a un an sur on va dire le regard un peu en arrière sur les enjeux de sobriété énergétique, puisqu'il y a un an, a été lancé en juillet 2022 par le gouvernement, en association avec le MEDEF notamment, cet engagement de sobriété. Et donc l'objectif de cette présentation, c'est surtout de vous faire part un peu, au bout d'un an, qu'est-ce qui s'est passé et quels sont ces grands enjeux autour de la sobriété, comment ça évolue et quelles sont les parties prenantes sur ces enjeux de sobriété. Donc en termes de sobriété, de quoi parle-t-on? Il y a un an, au niveau du MEDEF Hauts-de-France, on a organisé les ateliers de la sobriété pour réunir à peu près 200 personnes sur des éléments très concrets et travailler sur les leviers à mettre en place dans le cadre de la sobriété. Alors pourquoi il y a un an, on s'est questionné sur ces enjeux de sobriété? Tout simplement parce qu'il y avait un contexte particulier, un contexte fort d'enjeux, de crise, de transformation sur ces enjeux énergétiques. Et donc, on a souhaité mobiliser nos adhérents, nos entreprises, nos énergéticiens et engager un débat aussi avec la ministre sur ces enjeux de transition écologique et de problématiques énergétiques. Donc, je vais faire rapidement un petit passage sur ces enjeux-là et reprendre un peu les éléments de définition et puis montrer quels sont les effets qu'ont porté les différentes actions qui ont été menées depuis un an. Donc, clairement, aujourd'hui, on est passé de climato-sceptique à climato-actif ou parfois inactif, c'est-à-dire que les enjeux aujourd'hui, clairement, en termes de crise climatique, de déclin de la biodiversité, de dégradation de la biosphère, de crise sanitaire, de crise économique, font que les enjeux se portent de plus en plus sur ces problématiques de transformation de modèle. Et en termes de sobriété est apparue donc cette problématique, notamment il y a un an, en lien avec le contexte inflationniste des prix de l'énergie. Cette tension sur les prix de l'énergie était aussi une tension sur l'approvisionnement de l'énergie, puisque c'est en partie lié aussi à un contexte géopolitique avec la crise et la guerre en Ukraine, avec la Russie. Et donc, toute cette tension a fait qu'à un moment donné, s'est posé la question de l'offre notamment de gaz, et aussi en partie de l'offre d'électricité dans un contexte tendu, puisque à l'époque, un certain nombre de centrales nucléaires étaient en maintenance, qu'il y avait des tensions en termes d'approvisionnement gaz, et donc à ce titre-là, la notion de sobriété est apparue. Et la notion de sobriété, elle concerne d'abord la demande. Elle concerne, quand on raisonne en termes d'économistes, on raisonne en termes de marché, d'offres et de demande, et la question de la sobriété, elle se porte d'abord sur la demande, c'est-à-dire nous, en tant que consommateurs, que ce soit entreprises, citoyens, la demande implique donc des niveaux de consommation et donc derrière des questions liées à cette demande dans un contexte de raréfaction de la ressource et de hausse du prix.
Donc on a des tensions très fortes et puis des enjeux importants en termes de sobriété. Donc la sobriété, c'est quoi exactement? C'est toutes des solutions, ce sont des solutions de bon sens. Clairement, ce sont des solutions qui sont simples à mettre en place et qui visent à réduire nos consommations d'énergie par des changements de mode de vie et de transformation sociale. Donc là, l'objectif clairement de la notion de sobriété énergétique, c'est vraiment de réduire de manière volontaire nos consommations d'énergie et d'agir sur les usages et notamment de faire évoluer nos comportements à la fois individuels, mais aussi collectifs. Et à ce titre-là, on a vu fleurir un certain nombre de slogans en matière de sobriété, notamment comment peut-on faire plus avec moins, comment peut-on consommer moins pour mieux vivre, et la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Donc on a eu un certain nombre de slogans qui sont apparus sur ces enjeux de sobriété. Et l'idée, c'était de voir comment on peut être plus sobre. Alors, la sobriété, ça ne veut pas dire la privation. Et donc, c'est plutôt une logique de modération. Comment on modère nos consommations sans se priver, mais comment on est plus responsable ou plus engagé dans la manière de consommer et donc d'être plus sobre dans notre manière de consommer et notamment de consommer de l'énergie. Alors, par exemple, en termes de sobriété, si on prend par exemple la question du véhicule, on peut avoir une sobriété qui est dite d'usage. Donc, c'est l'usage d'un véhicule et donc comment je peux être plus économe en utilisant mon véhicule. Une sobriété de substitution, comment je peux éventuellement prendre d'autres moyens de transport comme le vélo ou les transports en commun plutôt que la voiture. Une sobriété dite dimensionnelle qui est comment je vais plutôt prendre un véhicule adapté à mon parcours et je ne vais pas utiliser un gros SUV pour aller en ville, mais plutôt une voiture qui est dimensionnée pour mes déplacements urbains. Et puis après, il y a ce qu'on appelle cette sobriété collaborative, c'est-à-dire comment je peux partager en faisant de l'autopartage ou du covoiturage. Et donc, cette notion de sobriété énergétique qui est apparue, elle est aussi une question forte d'équité et de pouvoir accéder à l'énergie. On a vu apparaître de nombreux débats et manifestations assez fortes, notamment avec les méga-bassines, les sujets liés à l'usage d'un jet. Et donc, on voit que le débat s'est durci. Et il s'est durci aussi sur ces questions d'équité, c'est-à-dire l'usage et comment je peux avoir un usage partagé et un usage modéré, à la fois alors sur les méga-bassines de l'eau, sur les problématiques de transport, mais aussi maintenant sur l'énergie, parce que la question de l'énergie, c'est aussi une question d'équité et de partage de cette énergie et de consommation modérée pour permettre à d'autres aussi de pouvoir bénéficier de cette énergie. Donc globalement, cette sobriété, elle est apparue il y a un an de manière assez forte, dans un contexte politique très tendu, avec une hausse des prix très impactant l'offre et la demande. Et donc derrière, il y a ces enjeux qui sont montés crescendo sur cette question et cette problématique de sobriété. À côté de la sobriété, on a l'efficacité. L'efficacité qui est une réponse technologique de process pour améliorer, alors là, plutôt l'offre en termes d'équipement, en termes de process industriels, et donc tout ceci pour permettre une décarbonation de l'industrie, de l'économie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc cette sobriété qui a été lancée il y a un an était une sobriété que je qualifierais plutôt d'urgence. On est dans une sobriété avec une urgence forte parce qu'il y a une pression au niveau de l'offre et une demande qui doit s'adapter à cette offre. Donc on est en 2022 dans une sobriété dite de l'urgence. Aujourd'hui, l'objectif, c'est, après un an de recul, c'est d'être aussi dans une sobriété qu'on va qualifier plus durable. C'est-à-dire comment aujourd'hui nos changements ont permis d'être plus sobres dans nos engagements en termes de consommation d'énergie et comment aujourd'hui notre consommation d'énergie, elle peut aussi continuer à être plus sobre avec nos comportements. Donc, au titre des ateliers de la sobriété énergétique, on a
invité de nombreux énergéticiens et on a travaillé sur les leviers permettant de peser sur les problématiques de sobriété. Le premier levier, c'est d'abord de bien se connaître, c'est-à-dire de bien maîtriser ses consommations, c'est-à-dire de bien maîtriser sa facture d'énergie et de mieux connaître ses consommations, donc de mieux s'informer et de mieux définir ses besoins. Donc il y a d'abord une question d'usage et comment je suis dans des usages utiles, voire des usages futiles. Et puis le deuxième levier, c'est comment, une fois que je connais mieux ma demande, comment je peux aussi mieux négocier avec l'offreur d'énergie. Donc c'est comment je peux négocier avec les énergéticiens pour travailler sur cette problématique de l'offre et de la demande. Ensuite, dans les leviers, on a un levier qui est celui de la rénovation des logements et des bâtiments, qui permet justement une rénovation thermique et donc une réduction en grande partie de nos consommations liées à l'énergie, soit gaz, soit électricité. Et puis, il y a le partage de tous les bons éco-gestes. On a vu un certain nombre d'éco-gestes proposés en matière de réduction de la température de chauffage à 19 degrés, de réduction des éclairages. Donc, il y a un certain nombre d'éco-gestes qui ont été proposés. Et puis, enfin, je dirais le nec plus ultra, c'est comment on peut trouver des solutions concrètes en autoconsommation. Et donc, l'autoconsommation, c'est derrière comment je peux être producteur de mon énergie, voire aussi la partager avec mon écosystème. Donc là, on est sur des problématiques plus techniques et dans des logiques d'équipement pour pouvoir être plus sobre et être autoproducteur ou autoconsommateur de son énergie. Donc là, ces 5 piliers, ces 5 leviers, nous les avons travaillés avec l'ensemble des énergéticiens. Et l'objectif était de pouvoir informer les entreprises adhérentes du MEDEF en Hauts-de-France sur ces problématiques-là et faire se rencontrer l'offre et la demande. Alors, l'État a fait une étude un an après, donc en 2023, un an après ses premiers engagements de sobriété. Quels ont été les impacts réels? Alors, ça a été corrigé par rapport aux questions climatiques parce qu'on peut avoir un hiver beaucoup plus froid qui va aussi impacter en termes de consommation. Donc, la donnée ou la data qui est mise en avant, c'est qu'on a consommé moins 12% d'électricité et de gaz sur un an. Par rapport donc à une année de référence plutôt 2018-2019, l'année Covid étant une année plutôt compliquée ou atypique, et donc c'est par rapport à 2018-2019. Et donc 2022-2023, ça a été une année, on le voit sur la courbe bleue, où il y a eu une consommation de moins 12% en moyenne sur l'ensemble de l'année. Donc ça veut dire que les efforts qui ont été engagés par les entreprises, par les citoyens, ont vraiment porté, et qu'aujourd'hui, d'une sobriété dite d'urgence, on souhaite passer à une sobriété dite durable. Alors je voudrais simplement faire un petit rappel sur ces questions de sobriété, parce que la France est un peu atypique par rapport au contexte mondial. En France, si on regarde rapidement les consommations d'énergie sur la partie gauche du schéma, on a à peu près un quart de nos consommations qui se concentrent sur l'électricité et un cinquième sur le gaz. Donc gaz, électricité, on est sur, on va dire, 50% de notre consommation. Avec en France une particularité, c'est que notre production d'électricité est en grande partie décarbonée du fait qu'elle est nucléaire. Et on a vraiment on va dire, une énergie qui est plutôt à un prix plutôt bas et avec une énergie qui est en grande partie sur la partie de production électrique sur le nucléaire. Si on regarde à l'échelle de la planète, on va s'apercevoir qu'on est complètement sur d'autres schémas, avec notamment moins de consommation électrique et plus de mix électrique dans la production, avec notamment le charbon.
Et donc, le contexte français est assez particulier parce que on a un peu moins d'énergie renouvelable, beaucoup de nucléaire par rapport au reste du monde qui est plutôt producteur à partir d'usines charbon. Et donc, on est moins, je dirais aujourd'hui, on est un peu des enfants gâtés quelque part en France avec une énergie qui est moins chère et aujourd'hui plus accessible. Donc ça, c'est le contexte français. Et à côté de ça, le contexte mondial montre qu'il y a aussi des grands changements à faire en termes à la fois de production, mais aussi de consommation par rapport à ces énergies. En matière de sobriété énergétique, si on regarde donc ce bilan à un an, on est sur une réduction des consommations d'énergie, électricité plus gaz de moins 12%. Et l'État français propose pour les prochains mois de mettre en place plusieurs petites actions, notamment la poursuite de l'engagement des entreprises françaises, mais aussi des collectivités territoriales en termes de mobilisation sur ces enjeux de sobriété. Et le MEDEF avait fortement impliqué ses adhérents à ces engagements de sobriété. L'État souhaite mettre aussi un plan thermostat, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir accéder pour la gestion de sa consommation d'énergie à des thermostats automatiques qui permettent de réduire de 15% les consommations d'énergie. Souhaite aussi réglementer plus ce qu'on appelle les pollutions lumineuses, notamment avec tous les éclairages dans les vitrines et les bureaux. Promouvoir ce qu'on appelle la mobilité propre en entreprise et donc notamment aussi la partie télétravail. Et puis derrière, de proposer de plus en plus d'offres diversifiées et variées pour valoriser les économies d'énergie. Donc tout cet enjeu de sobriété, c'est un enjeu global qui est devenu un enjeu durable et qui est un enjeu de transformation aussi de nos comportements et de nos usages. Et l'objectif, c'est aussi, donc, dans ce cadre de sobriété énergétique, de pouvoir mieux consommer et de réduire nos consommations. Et on le voit, j'ai fait simplement une petite conclusion sur ces engagements de sobriété, mais on voit que de plus en plus, cette sobriété énergétique, elle va se décliner dans d'autres usages, que ce soit le numérique, que ce soit le foncier, que ce soit la ressource en eau. On voit que de plus en plus, cette sobriété va gagner d'autres ressources et va impacter nos engagements et nos comportements. On estime globalement, et je vais terminer par là, que si on s'engage vraiment dans la sobriété, on peut réduire de 28% à l'échelle de 2050 nos consommations d'énergie, électricité, gaz. Donc, ce qui est considérable. Mais en même temps, on voit apparaître aussi des augmentations de nos besoins en électricité, gaz, et notamment en électricité. À la fois parce qu'au niveau des Hauts-de-France, on a un besoin lié à la réindustrialisation, qui est un pan très important. On a un besoin qui est très important aussi et qui va s'accroître avec la transformation du véhicule thermique vers l'électrique. Et puis, on a un besoin aussi vers aussi la transformation des modes de chauffage et d'usage dans les logements, avec le passage du gaz vers l'électrique au travers notamment de tout ce qui va être les nouvelles technologies en matière de pompe à chaleur et ainsi de suite. Donc, on a une augmentation de la demande qui peut se profiler demain en matière électrique. Et donc, il faut être prudent aussi sur ces engagements, mais continuer à avoir ces objectifs de sobriété en vue. Voilà globalement un peu cet enjeu de sobriété. Pour la résumer, on est passé d'une sobriété d'urgence à une sobriété durable et à des engagements qui sont aujourd'hui inscrits dans la durée et où les acteurs publics et privés, à titre personnel ou à titre collectif, doivent s'engager de plus en plus pour améliorer cette sobriété. Merci beaucoup Christophe pour ces éléments. Alors je vois le temps qui défile et je sais que tu es attendu. Alors on a quelques questions. On va voir si on a le temps de toutes les prendre. Oui. Une première question sur les moins 12% de consommation électrique et de gaz. Donc la question de Kevin Lati, cela exclut-il les réseaux froids et chauds urbains? Alors je ne sais pas si tu as la réponse.
Alors là, c'est vraiment un chiffrage. Alors ça, je pourrais pas répondre effectivement. C'est un chiffrage global et c'est vraiment alors, il faudrait regarder exactement les calculs qui ont été réalisés, parce qu'en plus, il y a des calculs qui intègrent aussi les problématiques climatiques. Donc là, je botte en touche, Eh bien, à creuser par ailleurs. à creuser par Merci. ailleurs. On regardera si on trouve l'information d'ici là, on pourra la coupler à l'envoi du replay. Alors du coup, deuxième question. Laurie Decou nous demande des offres pour valoriser les économies d'énergie. Est-ce que tu as des exemples? Alors, des offres pour valoriser les économies d'énergie, oui, il y a plusieurs types d'offres qui sont liées soit, je dirais, à on va dire, à des usages en termes euh, de nouvelles technologies. Alors là, on va plutôt sur des aides financières. Donc là, l'objectif, c'est soit de proposer des aides financières, mais j'ai l'ensemble du document avec toutes les offres et à ce moment-là, je le mettrai en ligne parce que vu que le temps se déroule fortement, je proposerai la mise en ligne du document dans le cadre des différentes propositions d'offres. Merci. Et alors, dernière question, et alors là, ça va être un gros pari en termes de temps. Donc, la question de Gérard Rendia. Vous vous rappelez à juste titre, en préambule, que les inégalités sont en hausse, nous pourrions presque dire les inéquités. Comment faire de la sobriété, parce qu'elle est indispensable, un vecteur d'équité ou d'inclusion? Alors ça, c'est le vrai sujet. Enfin, c'est le vrai sujet, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'idée, c'est en étant sobre et en étant plus modéré, pardon. D'abord, on donne l'exemple aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, on est plutôt privilégié à l'échelle mondiale. Et donc, il y a aussi comment aujourd'hui les pays les plus développés peuvent montrer l'exemple vis-à-vis des pays moins développés. Et donc, comment on peut être je dirais, l'objectif, c'est aussi la chasse au gaspillage. Et derrière, c'est comment on peut être aussi plus précautionneux de nos usages. Donc ça, c'est d'abord une équité à l'échelle mondiale. Et puis après, il y a une équité à l'échelle nationale entre ceux qui ont un accès et des moyens pour pouvoir simplement se chauffer, se nourrir, se transporter, et puis ceux qui ont beaucoup plus de difficultés à pouvoir subvenir à ces besoins un peu vitaux. Et ça, c'est vrai que la sobriété, quand on parle... Aujourd'hui, c'est pas les jets qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre, mais effectivement, celui qui utilise un jet donne une mauvaise image des engagements vis-à-vis à la fois de la planète, mais aussi vis-à-vis des autres. Et donc, l'enjeu aujourd'hui se focalise beaucoup sur ces méga bassines, ces jets, mais c'est aussi comment chacun, tout le monde, que ce soit, je dirais, ceux qui sont plus privilégiés et moins privilégiés, s'engagent pour permettre que tout le monde puisse accéder à de l'énergie et notamment comment tout le monde participe aussi à ces efforts collectifs. Et ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Merci pour cette réponse. Peut-être en complément, là je regardais tout à l'heure les scénarios de l'ADEME sur la neutralité carbone en 2050 et en effet on a à la fois on a 4 scénarios qui viennent notamment traiter de sobriété et pour les différents publics, donc pour tous les Français, pour le monde économique, pour les politiques publiques. Et finalement en fait il y a un enjeu qui n'est pas le nôtre aujourd'hui mais celui de l'étalement urbain qui en fait va beaucoup toucher les sujets d'équité et du coup de précarité. Tout simplement, quand on demande à tout le monde de faire de plus en plus de kilomètres pour se rendre vers son travail, vers les loisirs, vers ses proches, etc., on va allonger les distances et du coup contraindre les ménages les plus précaires à faire plus de kilomètres et souvent en voiture. Donc voilà, il y a aussi ce côté organisation du territoire qui est certainement à prendre en compte et en tout cas ne pas négliger dans les choix qu'on fait, quelle que soit notre échelle. Eh bien, Christophe, tu t'étais engagé jusqu'à 12h30. Il est 12h32. Parce que du coup, je propose qu'on puisse te libérer. S'il y a d'autres questions qui viennent, on fera bien sûr le lien. Je vois Léonore qui est d'accord avec cette idée-là.
Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour cette Merci présentation aussi. très complète et pour ton implication. Et du coup, on va pouvoir prendre la suite et Ankiné, je t'invite à prendre le contrôle de la présentation. Peut-être avant de te donner la parole, quelques éléments de contexte. Donc, Ankiné, nous, on a travaillé ensemble il y a quelques années sur le sujet des nudges dont tu es spécialiste. Donc, ces nudges qui sont des petits incitatifs qui vont changer les comportements. Et tu as notamment fait ta thèse sur le sujet des nudges et leur application en entreprise. Donc, on t'a appelé pour nous présenter ce que tu avais déployé et comment ça avait marché. Donc, voilà, j'ai fait un petit teasing avec le sujet de nudge. Je sais que tu pourras le présenter un peu plus en détail. Et voilà, donc là, l'idée, c'est pas de revenir sur toute l'organisation de l'économie, mais montrer quelque chose qu'on peut mettre en place très rapidement en entreprise pour réduire de manière significative des consommations énergétiques. Oui. Je te laisse la parole. Merci. Oui, alors effectivement, donc moi, je suis économiste de l'environnement et économiste comportementale. Et je vais vous présenter un projet qu'on a réalisé il y a longtemps maintenant, en 2017, avec des collègues de l'Université de Nice et de l'École des mines de Paris, sur un projet qui, à l'époque, était méga innovant, maintenant qui est assez couramment utilisé dans les entreprises. Et notre question de départ, notre question de recherche, c'était de savoir comment, dans une entreprise, un manager peut pousser ses employés à réduire la consommation d'énergie. Alors, pourquoi, à l'époque, on s'est posé cette question ? En tant que chercheur, on se pose toujours des questions qui, au regard de la littérature, nous semblent originales. Et donc, nous, la première chose qu'on s'est dit, c'est que la différence par rapport à ce qui existait, c'était que les employés n'ont pas d'incitatif financier pour réduire leur consommation d'énergie en entreprise, contrairement aux ménages, puisque les ménages, eux, paient leur facture énergétique. Et le deuxième point de départ de cette question, c'était de nous dire, les pairs des employés, ce sont leurs collègues, et donc il peut y avoir une sorte de fierté ou de culpabilité qu'un travailleur peut ressentir en raison de son ou de son manque d'économie d'énergie. Et donc, cela est nous semblait, enfin potentiellement, directement lié à l'opinion qu'ont ces pairs, voire à la pression qu'ils peuvent sciemment ou inconsciemment exercer. Et donc, ça nous a mené à une expérimentation pour tester des nudges. Je vais revenir dessus. Donc, on a réalisé une expérimentation sur 47 entreprises françaises et nous avions 4 groupes. Un groupe de contrôle, j'expliquerai pourquoi plus tard, et 3 groupes traités avec 3 différents types de nudges. Donc, l'appel moral, la comparaison sociale et les stickers. Donc, assez rapidement, un nudge, c'est quoi? C'est une technique de persuasion qu'on appelle une technique douce qui vise à encourager les individus à prendre des décisions qui sont bénéfiques pour eux-mêmes ou pour la société sans recourir à des mesures coercitives ou restrictives. Donc, c'est des incitatifs doux. Pas d'incitatif financier, il n'y a pas de question financière derrière, et on pousse les individus, c'est un petit coup de pouce dans la bonne direction. Donc, on a testé, nous, 3 types de nudge. Le premier, c'est l'appel moral, donc c'est la relation entre la consommation d'électricité et les conséquences liées au réchauffement climatique. Donc, dans notre expérimentation, voilà comment étaient présentés les messages d'appel moraux. Donc, c'était des affiches, hein. Donc, il était transmis par courriel une fois par semaine pendant 8 semaines par le directeur de chaque entreprise. Il y avait également accompagné de cette affiche-là un lien avec un lien où il était écrit plus d'infos qui accompagnait ce mail et qui permettait aux employés, s'ils le souhaitaient, d'avoir des informations plus précises sur le sujet qui était communiqué de la semaine. Donc, par exemple, quand on regarde cet appel moral, on voit qu'il y a une image où il y a un individu qui fait l'autruche avec une illustration du texte qui est écrit en dessous. Donc ici, c'était marqué « À travers notre consommation énergétique, nous contribuons au réchauffement climatique. Au menu du réchauffement climatique, diminution de la pluviométrie dans les régions les plus arides et accroissement des précipitations dans les régions les plus arrosées. Tous acteurs pour changer. » Alors, ensuite, le deuxième nudge qu'on a testé, c'est le nudge comparaison sociale.
Donc, celui-ci, c'est celui que vous connaissez sans doute le plus parce que vous avez tous, au moins, tous les adhérents du réseau Alliance, je pense, ont participé au challenge de la mobilité. Donc, celui de la comparaison sociale, vous avez plutôt l'habitude de le voir. Donc, c'est la consommation d'électricité qui est comparée entre les entreprises participantes. Et donc, on avait fait une affiche de ce type-là. Donc, vous avez un aperçu de ça. Donc, on a une échelle qui va de 0 à 100% et un classement qui est établi. Donc, toujours une fois par semaine, le dirigeant de l'entreprise envoyait à l'ensemble de ses employés cette affiche, une sur la consommation d'électricité et une autre sur la consommation de chauffage. Et donc, vous voyez bien, on est classé en fonction des autres entreprises. Donc, par exemple, dans cette affiche-là, on informe que la semaine dernière, vous avez consommé plus de chauffage que 58,5% des sites participant à notre expérience. Vous obtenez ainsi 2 étoiles cette semaine. Vous pouvez mieux faire. Et enfin, le troisième nudge que nous avons testé, c'est ce qu'on a appelé les nudge stickers. En fait, c'est simplement des informations sur les bonnes pratiques pour la conservation de l'énergie. Donc, en voilà un. Donc, ces stickers, il y en avait 12. Il y avait 12 stickers qui ont été collés au sein de chaque entreprise. C'était exclusivement visuel. C'était un choix de notre part. Ça indiquait un certain nombre d'informations sur les bons gestes quotidiens à adopter pour réduire la consommation énergétique individuelle et globale de l'entreprise. Toutes les stickers ont été transmis à chaque entreprise avec des consignes exactes et précises sur les endroits précis où ça devait être placé. Et dans chaque entreprise, il y avait un référent qui connaissait l'idée exacte que nous avions à travers ces illustrations, puisque l'idée, c'était de solliciter la discussion au travers ces images et de faire émerger quelque chose. Alors là, j'en ai mis quelques autres. Tout ne rentrait pas et je pourrais vous les transmettre si vous voulez les avoir. Donc, on a fait cette expérimentation et donc, on a un groupe de contrôle. C'est pour le groupe de contrôle, c'est un peu comme dans les expériences en laboratoire au niveau de la santé. C'est pour vraiment évaluer l'effet net des traitements qu'on a testés. Donc, ça permet de lisser tout ce qui est, par exemple, changement de la météo, autres impacts extérieurs. Ça permet d'éliminer un certain nombre de biais. Donc, l'ensemble des entreprises qu'on avait, ces 47 entreprises, ont été réparties de façon aléatoire pour éviter, là encore, des biais. Donc, expérimentation, je vous ai dit, qui date un petit peu, puisqu'elle a été réalisée de 2017, du 30 janvier 2017 au 30 avril 2017. Donc, on a les 4 groupes ici. On a eu 4 semaines où on a observé seulement les comportements de chacune des entreprises. Puis ensuite, pendant 4 autres semaines, on a testé l'appel moral seul, la comparaison sociale, les stickers seuls. Puis les 4 semaines suivantes, on a décidé de coupler l'appel moral avec les stickers et la comparaison sociale avec les stickers. Notre 4e groupe n'a pas été traité pendant toute la durée de l'expérimentation. Et chacun des groupes a eu également une enquête ex-ante pour permettre de caractériser les comportements et les préférences des employés et une enquête ex-post pour vérifier si les individus estiment qu'ils ont modifié leur comportement grâce au nudge que l'on a testé. Donc, je vous ai épargné les tableaux scientifiques et je vais directement vous donner les conclusions de cette expérimentation. Alors, tout d'abord, on note que, donc je vous ai dit, on a réalisé l'expérimentation sur les traitements sur 8 semaines, 4 semaines où on a testé d'abord les nudges seuls, puis ensuite on a couplé. Et moi, je réalisais les analyses au fur et à mesure. Donc, au bout de 4 semaines d'expérimentation, je me suis dit, mince, les nudges, c'est un outil auquel je crois et il y avait 0 effet. Donc, ça, c'était la première crainte. Donc, au départ, les nudges, appel moral, comparaison sociale et stickers n'avaient aucun effet sur la consommation d'électricité et la consommation de chauffage. Donc,
quand on réalise une expérimentation, il faut savoir que c'est quelque chose qui peut arriver. C'est dommage, mais c'est quand même mieux de le faire en expérimentation avant de le déployer à grande échelle. Mais alors, les effets qu'on pouvait observer, parce qu'on a quand même, à travers les questionnaires, testé d'autres choses, c'est que pour les 3 traitements, la consommation d'électricité et de chauffage, elle était significativement affectée de manière positive par les jours travaillés. Donc, ça, c'est un résultat auquel on s'attend, hein, puisque l'idée, j'y reviendrai. Et le deuxième point, elle était affectée négativement par la température extérieure. Donc, ça, c'est des informations qui sont pas surprenantes, mais ça nous rassure aussi d'avoir ces résultats-là, puisque quand on fait une expérimentation, il faut être sûr que ce qu'on a testé, c'est juste. Et donc effectivement, plus on travaille, plus les surfaces d'entreprise, le nombre d'employés, les agences ouvertes, donc c'est normal qu'il y ait une consommation d'électricité ou de chauffage plus importante. Et l'utilisation de chauffage qui est moins importante en fonction de la température extérieure, c'est lorsque il y a une meilleure luminosité et qu'il fait moins froid, on chauffe moins. Donc, ça, c'était des résultats qu'on attendait, qu'on était content. Et le point négatif, c'était que les nudges seuls, ils n'affectent pas les comportements, les consommations d'énergie et d'électricité. Heureusement, on avait initialement eu cette idée de coupler comparaison sociale et stickers et appel moral et stickers. Et effectivement, quand on teste les deux, il y a un effet significatif et négatif sur la consommation d'énergie. Alors, pas de chauffage, mais seulement d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de cette expérimentation et qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que seuls, individuellement, les 3 nudges n'ont pas d'effet significatif sur la consommation d'énergie et de chauffage, ce qui signifie que ces 3 nudges n'affectent pas de manière significative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'effet, mais ce n'est pas significatif, ce n'est pas suffisant. Ce résultat, il est corroboré avec les résultats qu'on a observés dans l'enquête ex post, qu'on a réalisé une fois l'expérience terminée, puisque dans le traitement appel moral, il y a 85% des individus qui déclarent lire les messages qui sont communiqués, mais seulement 28% qui déclarent que ces messages ont impacté réellement leur consommation d'énergie. On observe la même tendance pour la consommation, la comparaison sociale et les stickers, avec 98% contre 36% et 90% contre 16% pour les stickers. Donc, on voit bien que les stickers, c'est ceux qui ont encore le moins impacté. Mais on voit aussi que ce n'est pas si simple que ça, puisque lorsqu'on a l'appel moral et la comparaison sociale qui sont combinés avec les stickers, alors ces derniers deviennent significatifs. Et donc, ça signifie qu'il y a une complémentarité de ces 2 nudges qui est combinée chacun avec des stickers qui semblent exister. Et nous, notre explication, c'était de dire que l'appel moral et la comparaison sociale, ils agissent davantage comme un moyen de créer la conscience, tandis que les nudges, ils agissent probablement plus comme un rappel des actions quotidiennes pour une conservation appropriée de l'énergie. Donc, les 2 premiers nudges, ils sensibilisent les individus, mais ne donnent pas nécessairement les moyens ou les connaissances nécessaires pour agir sur la conservation. Donc, la combinaison gagnante, c'est sensibilisation plus moyen d'agir. Sinon, ça ne semble pas efficace. Voilà pour les résultats de cette expérimentation. Alors, je vous ai pas mis de chiffres, mais cette expérimentation avec le traitement appel moral, ça a permis de réduire, donc seulement sur 47 entreprises, de 44 660 kWh et 20 495 pour le chauffage. Et pour la comparaison sociale, on a 20 631 kWh pour l'électricité contre 7 358 kWh pour le chauffage. Alors là, ça ne vous parle pas, ça ne me parle pas non plus. Et j'avais prévu d'aller regarder ce que ça donnait en termes d'éclairage, etc. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais c'est quelque chose que je pourrais vous dire par la suite. Et, alors, ce n'est pas des données, ce n'est pas des quantités très, très importantes, mais c'est une expérimentation qui a duré seulement 8 semaines. Et donc, si on extrapole sur une année, sur l'ensemble du tertiaire, ça fait des choses quand même, des volumes très, très importants.
Et finalement, la conclusion de cette expérimentation, c'est de dire que, avec des petites actions, on arrive quand même à un résultat qui est très important. Et nous, ce qu'on concluait aussi dans ce papier, c'est de dire que pour arriver à ce résultat-là, en termes de taxes, qui est quelque chose qui est très mal perçu par les individus, par les ménages, il aurait fallu qu'on augmente la taxe de 12% pour arriver à une diminution équivalente, ce qui n'est pas anodine. Donc, voilà, je conclue là-dessus. Merci beaucoup, Ankiné, pour cette présentation. En effet, on voit, je pense que c'est, j'avais pas vu que tu avais mis ça en dernier lieu, mais quand on travaille sur la conduite du changement, en effet, il faut à la fois susciter l'intérêt et la raison d'agir, et en même temps donner des solutions pour qu'on puisse réduire ses consommations. Donc, en effet, c'est une combinaison qui est ultra pertinente et on peut garder ce principe-là, je pense, pour pas mal de changements de comportement. Donc, voilà, merci pour cette illustration. En complément, je voulais mentionner peut-être une bonne pratique d'une entreprise avec qui on a travaillé et à qui on a décerné un trophée de l'économie responsable l'année dernière. Donc l'entreprise Velux et notamment son site VKR qui a beaucoup travaillé sur la sobriété de ses consommations. Donc c'est une industrie qui va produire des fenêtres, des Velux, tout le monde connaît le produit fini. Et donc, ils manipulent énormément de bois. Et en fait, ils ont revu tout leur mode de fonctionnement de l'usine, que ce soit sur le chauffage, où ils sont sortis du fioul et du gaz en prenant une chaudière à bois. Donc, on sort des énergies fossiles et des émissions de CO2. Et ils ont eu des pratiques beaucoup plus sobres, puisqu'ils ont revu la circulation de la chaleur, que ce soit de l'eau ou la chaleur des machines, pour réduire le besoin de chauffage. Il y a eu des actions de pilotage aussi pour éviter le chauffage d'endroits où ce n'était pas nécessaire. Et le tout grâce à une chaudière, je vous disais, chauffée au bois et notamment grâce au rebut de la production. Donc, ils fabriquaient des granulés clairement avec la sciure de bois qui était issue de la production. Donc, on voit vraiment que finalement, pour réduire ces énergies, il y a des solutions techniques, mais il y a aussi une manière de réfléchir nos besoins et les comportements. Et c'est là où ton éclairage, du coup, vient illustrer aussi ce point avec brio. Merci. Alors, je vois qu'il y a une question, du coup, de Gérard. Le nudge est un moyen rapide de changer des comportements souvent assez basiques, donc, par exemple, abeilles dans les toilettes des hommes. Lorsqu'on parle des changements de comportement aussi complexes, ne faut-il pas penser dès le début une coordination de méthodes pédagogiques ? Les méthodes pédagogiques, elles viennent souvent en complément de toute façon des nudges. On donne des messages, on explique comment faire, mais en général, le nudge, c'est quand même différent de l'éducation. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que c'est exactement la même chose, mais le nudge, il se base sur les biais cognitifs des individus. Et donc, ça peut être donner plus d'informations et éduquer les individus, mais ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment, vous allez donner une information supplémentaire à un individu et cette information, il ne la connaissait pas. Donc, et lui, il y est sensible. Et donc, ça va le pousser dans la bonne direction. Pour moi, c'est complémentaire, mais ce n'est pas exactement ça. Enfin, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat ou de personnes qui veulent directement prendre la parole en coupant son micro ? Je veux bien rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous m'entendez ? Oui, super. Juste un partage d'expérience. On avait mené l'année dernière une expérimentation. On a mis en place des nudges dans nos bureaux pour les consommations d'eau, donc dans les sanitaires. Et justement, la personne qui nous a accompagnés nous avait dit surtout ne faites pas de pédagogie tout de suite. Juste installer les stickers et on va voir ce que ça donne. Et en fait, effectivement, ça a créé une espèce de dynamique interne où les gens en ont parlé en disant, t'as vu ce qu'il y a dans les toilettes, c'est nouveau, va voir. Et en fait, ça a créé une dynamique. Et du coup, l'idée, c'était surtout pas d'en parler, faire de la pédagogie après coup. Et du coup, c'est vrai que ça a plutôt bien marché parce que les gens ont été vachement curieux. Et je pense que ça a eu plus d'impact de fonctionner comme ça. Oui, de toute façon, quand on teste un outil, il ne faut surtout pas mettre deux choses en parallèle pour voir si l'outil qu'on teste marche. Donc, effectivement. Mais dans un second temps, par exemple, typiquement dans l'expérimentation que je viens de vous montrer,
L'appel moral, le sticker, la comparaison sociale seule ne marchait pas. Donc, on voit bien qu'en rajoutant à l'appel moral, la comparaison sociale, des informations supplémentaires, comment agir, ça a eu un effet. Donc, ça peut être complémentaire. Mais effectivement, nous, au départ, les stickers, on avait fait le choix justement de susciter, de créer quelque chose, de pousser les individus à la discussion, à ce qu'ils échangent. Et il y a eu cet effet. Mais il n'a pas été suffisant pour changer le comportement dans le cas de la consommation d'énergie. Après, encore une fois, il faut quand même relativiser les résultats. On avait 47 entreprises sur 12 semaines et 8 semaines d'expérience. Donc, l'effet, il est plus dur à mesurer sur des petites durées comme ça. Mais je suis d'accord avec vous, au départ, quand on met en place un outil, il vaut mieux isoler pour voir si ça sollicite un intérêt, non, et ça crée quelque chose, quoi. Et juste une petite question, les outils que vous avez développés, ils sont en open source, on peut les utiliser? Alors, oui, je peux vous les passer, il n'y a pas de souci. Enfin, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant qu'on puisse diffuser les affiches ou les choses comme ça, Oui, si c'est possible. Oui. Merci. Merci à toutes les deux. Petite réaction justement dans le chat sur le fait que la dynamique interne est déjà une forme de pédagogie, surtout avec l'effet de groupe dans une entreprise, à discuter dans un temps différent. Si ça vous va, on va passer aux quelques. Merci Ankiné, merci Laurie. On passe peut-être au prochain rendez-vous qu'on vous donne du côté de Réseau Alliance et du MEDEF Lille Métropole. Vas-y Lucille, si tu veux, peut-être pour le prochain lancement au programme. Oui. Stratégie Et climat. alors, si tu passes à la slide suivante, du coup, je pourrais expliquer un petit peu plus en détail la prochaine date. Je te remercie. Donc, on a créé un parcours d'accompagnement interentreprise chez Réseau Alliance qui se lance cette semaine, donc en 3 modules. Et donc, le premier module se tiendra jeudi prochain. Pour celles et ceux qui sont intéressés, il reste quelques places. Donc, c'est un module, donc le premier module, ce sera une journée entière qu'on organise avec l'ADEME et le CERD pour mieux comprendre les dérèglements climatiques en Hauts-de-France. Donc, on est au courant de manière générale de ce qui se passe, mais là, l'idée, c'est vraiment de comprendre les mécanismes, les concrétisations du dérèglement climatique, ce que ça veut dire, ce que ça va impliquer demain, et du coup, comment et pourquoi on a besoin de s'adapter à ces dérèglements, en plus de limiter notre empreinte. Donc, on vient faire écho finalement au sujet sobriété. Donc ça, c'est le 9 novembre, jeudi prochain, à Lille. On pourra vous mettre les infos agenda, vous pourrez les retrouver en cliquant sur le PowerPoint ou directement sur le site web de Réseau Alliance. Un deuxième module où on vient d'annoncer la date, donc là, le step 2 de ce programme, ce sera le 14 décembre matin. Et donc, on va travailler sur la méthode bilan carbone. Donc, le bilan carbone qui est un outil certes réglementaire pour pas mal d'entreprises, mais aussi un bon outil de pilotage pour avoir une stratégie bas carbone, une stratégie qui va toucher à la fois la réduction de l'impact de l'entreprise et l'aider dans sa démarche d'adaptation et de résilience. Donc, on sera accompagné d'experts du bilan carbone qui vont donner les clés de réussite d'un bon bilan carbone. Voilà, donc 2 modules qui sont ouverts à toutes et à tous, gratuits. Et en 2024, du coup, on aura le module 3 qui se lancera, où là, on va explorer tous les leviers de décarbonation de l'empreinte de l'entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'infos. Merci Lucille. Et je reviens, je vous en parlais tout à l'heure, dans 2 semaines exactement, mardi 21 et mercredi 22 novembre, on a la 17e édition du World Forum qui se passera à la Cité des Échanges, donc en plus dans nos locaux Réseau Alliance. Les inscriptions sont ouvertes, worldforum2023.com. On espère vous retrouver à cette occasion en présentiel ou en ligne sur certains formats. Prochaine date de webinaire également dans 3 semaines où on aura un webinaire plutôt entreprise à mission avec le représentant entreprise à mission de la communauté Hauts-de-France entreprise à mission
également président d'Anaïc, et également Christophe, qui a dû quitter le webinaire, nous a remis les prochains rendez-vous de la transition éco du MEDEF Lille Métropole. Donc les prochaines dates 2023 et 2024, donc 8 décembre, 16 février, 12 avril, 21 juin. Encore une fois, à la Cité des Échanges, donc de 8h à 9h30. Pareil, on vous remettra toutes les dates dans la page replay du webinaire. Merci à tous. Je pense qu'on peut se quitter, souhaiter un bon appétit à toutes celles et ceux qui vont aller déjeuner. Merci Anquiné, merci Lucille, et merci à toutes celles et ceux qui ont posé des questions ou qui ont réagi dans le chat. À bientôt.